Pour ce Zoom, je reçois aujourd'hui Yvan Rioufol. Bonjour monsieur. Bonjour. Yvan Rioufol, essayiste, éditorialiste pour Le Figaro et qui vient nous présenter son dernier ouvrage, Les Traîtres, avec des couleurs, les couleurs des flammes. Est-ce que c'est le sort que vous réservez à ces traîtres, Yvan Rioufol, à les flammes? Non, pas à ce point-là. Mais en tout cas, j'essaie de les dénoncer. Alors, je ne donne pas de nom, mais j'essaie de faire comprendre qu'en fait, il y a eu toute une oligarchie, dans le fond, qui depuis 40 ans, 50 ans, s'est désintéressée de la vie des gens, du peuple en général, enfin d'une partie d'un peuple en tout cas, et que ce peuple-là a toutes les raisons de se sentir trahi aujourd'hui, et d'autant plus que la manière dont ils ont été traités quand ils sont descendus dans la rue à travers les gilets jaunes a montré que, à travers la somme d'insultes qui a été déversée sur eux en les traitant de fouleineuses, etc., que ce pouvoir, et singulièrement ce pouvoir actuel, ce pouvoir macronien, ne comprenait rien, ne voulait rien comprendre à la vie des gens. Et donc, je me suis imprégné d'abord de cette colère française, que j'avais déjà décelée depuis longtemps, pour essayer d'en tirer quelques conclusions. Depuis longtemps, depuis la France de Pompidou? Oui, ces traîtres-là, ils sont à l'œuvre depuis maintenant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je ne suis pas historien, je n'ai pas réussi à remonter exactement à la date précise, s'il y en a une. Mais en tout cas, bien cette idéologie. Mais en tout cas, cette idéologie, elle est concomitante à l'advenue du mondialisme. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui accompagne le mondialisme et qui fait comprendre, dans le fond, qu'il n'y a rien à faire d'autre que de se soumettre à cette nouvelle doxa universaliste, en ignorant que, dans le fond, ce mondialisme-là, qui a peut-être des vertus, avait surtout le tort d'écraser les identités, d'écraser les nations, d'écraser les peuples, de ne pas comprendre quelle était l'importance des protections et des frontières. Et c'est tout ceci, dans le fond, qui est apparu, de mon point de vue, à travers la manifestation des Gilets jaunes, en tout cas les premières manifestations de Gilets jaunes, avant qu'elles ne soient dénaturées par l'extrême gauche qui a naturellement repris le mouvement. Cette oligarchie dont vous pointez les défauts, évidemment, elle est le serviteur de cette idéologie, dites-vous, faussement humaniste. Est-ce qu'aujourd'hui, cet humanisme, ça passe par la destruction des nations? Est-ce que c'est ça, l'humanisme? C'est-à-dire, tout le monde se paye de mots. Quand on parle d'humanisme et quand on ne comprend pas la souffrance des gens, on n'est pas un humaniste. On est un humanitariste, on est soumis à la religion des droits de l'homme, mais on n'est pas un humaniste. Moi, je réclame en effet plus d'humanité, je réclame plus de fraternité. Et ce qu'il y avait d'ailleurs de frappant au cœur même de ces Gilets jaunes, qui ont été décrits comme étant des êtres sans cœur, c'était la fraternité qui crevait des yeux. Moi, j'ai fait au moins 40 ou 50 manifestations, 40 en tout cas, et il était tout à fait flagrant de voir que ces gens-là avaient besoin d'écoute, avaient besoin de se retrouver ensemble et avaient besoin de fraternité, en effet. De lien social. De lien social, appelez ça le lien social. Mais, et ces hommes-là étaient, ces hommes et ces femmes, plutôt ces femmes d'ailleurs que ces hommes, parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes, venaient de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Et tout ceci était réuni, en tout cas dans les premières semaines. Ensuite, il y a eu, naturellement, ça a dégénéré dans la violence et dans la récupération avec les Black Blocs et tout ça. Mais en tout cas, le fond du sujet, c'est celui-ci, c'est cette attente de fraternité que l'on n'a pas voulu voir et qu'au contraire, on a décrit comme étant une manifestation de haine vis-à-vis des autres, et ce qui n'était naturellement pas le cas du tout. Cette oligarchie, Yvan Rioufol, vous l'appelez le bourgeoisisme. Comment s'est-il retrouvé ce bourgeoisisme en position dominante dans la conduite de la cité ? Je l'appelle le bourgeoisisme, on pourrait l'appeler l'élitisme. Il se trouve que quand vous étiez dans ces manifestations-là, vous voyez crever également les yeux de cette absence de Parisiens, en l'occurrence. Les Parisiens étaient calfeutrés chez eux, regardaient ça derrière leurs rideaux du haut de leurs étages, alors que Paris avait été jusqu'alors dans l'histoire à la tête de toutes les grandes révoltes, les grandes révolutions. Celle-ci est une révolution parfaitement girondine, parfaitement rurale. C'était la révolution de la France des oubliés, dans le fond, et la révolution de la France des gens simples, des gens modestes. Et ils ont été vus, en effet, par le bourgeoisisme, par les bourgeois, c'est-à-dire par la classe supérieure, par les vainqueurs de la mondialisation, comme étant une incongruité, dans la mesure où ce peuple-là avait été décrété comme étant inutile et déjà mort, dans le fond. Vous faites, au-delà du bourgeoisisme, une critique radicale des institutions de la République. Vous dénoncez notamment ce que vous appelez la fable de l'indépendance de l'autorité judiciaire et donc les juges du parquet. Est-ce que cette séparation des pouvoirs qui est le pivot de la République, est-ce que vous pensez que cette séparation des pouvoirs est morte ? C'est une fable.
D'ailleurs, vous les avez très bien dit, vous avez parlé d'une autorité judiciaire, c'est une autorité judiciaire, ce n'est pas un pouvoir judiciaire. Donc même dans les textes même, il y a une ambiguïté sur le pouvoir qui est donné au juge. C'est un pouvoir qui est soumis aux liens hiérarchiques. Le parquet est soumis aux liens hiérarchiques de la chancellerie, quoi qu'il arrive. Et ceci a été aggravé, me semble-t-il, par Emmanuel Macron, qui d'abord, contre toute attente, a récusé trois magistrats, je crois, qui lui étaient soumis pour présider à la... Pardon, je ne sais plus quelle cour était-ce. La cour d'appel la cour d'appel de Paris ou la cour de cassation, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, l'usage voulait que le président n'intervienne pas dans ces nominations-là. Et ces trois magistrats ont été retoqués avant que le président n'en avalise un autre. Et on a pu voir, je donne des détails qui montrent que ce lien hiérarchique a été omniprésent, singulièrement à travers le parquet national financier, qui est devenu un outil politique à des fins de déstabilisation. On pourrait parler de l'affaire Fillon, par exemple, ou plus récemment de l'affaire Ségolène Royal, parce que Mme Ségolène Royal aussi a été mise sous suspicion par le parquet national financier, qui a normalement pour principe d'instruire des affaires particulièrement complexes, et qui, à travers l'affaire Fillon, qui n'avait rien de complexe, et à travers le travail de Mme Ségolène Royal, qui n'avait rien de complexe non plus, sert aujourd'hui d'attaque plus politique. Vous invitez, Yvan Rioufol, la société civile à descendre dans la rue pour prendre place dans le débat public. Or, on a bien vu ces derniers mois, ces dernières années, que les pressions démocratiques de la Manif pour tous, des Gilets jaunes, n'ont mené à rien au final, puisque le mariage pour tous a été adopté, et puis les revendications des Gilets jaunes oubliées. Donc, à quoi bon descendre dans la rue ? Si, il faut d'abord protester, parce que la France est en ébullition. Et d'ailleurs, s'il y a eu un traître concernant la société civile, c'est bien Emmanuel Macron qui a prétendu avoir été désigné par cette société civile. Souvenez-vous, c'était quand même ainsi que sa candidature avait émergé. Et on s'est bien rendu compte que cette société civile-là était un leurre. Enfin, il a été promu par cette classe la plus élitiste d'une société civile très privilégiée. Et donc... Il est tout à fait légitime aujourd'hui que la France, cette France oubliée, cette France modeste, se sente grugée, elle l'est grugée, et elle n'a pas d'autre moyen d'expression pour l'instant, malheureusement, car nous vivons une crise de la démocratie, on y reviendra peut-être tout à l'heure, elle n'a pas d'autre expression que l'expression de la rue. Alors je le déplore, naturellement, c'est tout à fait regrettable, mais je pense que cette expression de la rue n'est pas inutile, contrairement à ce que vous dites, parce que je crois qu'elle a ébranlé très significativement le pouvoir macronien. C'est-à-dire qu'à mi-mandat, aujourd'hui, vous voyez bien qu'Emmanuel Macron ne peut plus bouger une oreille sans qu'il y ait aujourd'hui des protestations toutes les semaines, et cela dure maintenant depuis un an, presque près d'un an, enfin en tout cas plus d'un an, où chaque samedi, et successivement, vous avez eu des gilets jaunes, des robes noires, des blouses bleues, etc. Et donc, je crois que cette société éruptive n'en a pas terminé avec cette oligarchie au pouvoir, si tant est que celle-ci ne veuille pas descendre de son balcon et comprendre ce qu'est la vie des gens. Voilà, c'est simplement ça. Je crois qu'il faut aujourd'hui secouer ces faux pouvoirs qui se protègent par une idéologie dépassée, le progressisme concernant Emmanuel Macron. Or, je pense que ce progressisme-là, ce mondialisme, cet universalisme, enfin, tous ces grands mots qu'Emmanuel Macron revendique, pour désigner les populistes comme étant des fauteurs de troubles. Je pense que cette analyse-là est fausse aujourd'hui et que c'est le populisme, le peuple, dans le fond, sans en faire de démagogie et sans non plus le pousser à l'extrême et en extase, que c'est le peuple aujourd'hui qui détient les clés, en tout cas de la crise de la démocratie et de notre crise identitaire, si on lui demande son avis sur la manière dont il veut que cette société soit conduite. Les citoyens peuvent évidemment descendre dans la rue, Yvan Rioufol, ils peuvent aussi voter. On a vu ces derniers temps Marine Le Pen qui a déposé sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Évidemment, on suppose aujourd'hui qu'Emmanuel Macron en fera autant puisque les présidents se représentent, puisqu'il s'agit du premier mandat du président Macron. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français seront à nouveau devant le même cas de figure qu'en 2017, à savoir un duel perdu d'avance pour le camp populiste ? Vous avez raison, a priori, ces deux candidats vont se retrouver, mais les lignes ont changé tout de même, car je pense que le diagnostic qu'a fait Macron d'accompagner ce mondialisme et cette supranationalité qu'il a voulu voir incarnée par une Europe souveraine, cette analyse-là est fausse. Enfin, elle ne tient pas, de mon point de vue, elle ne tient pas, elle n'est pas réclamée par les gens, elle est même rejetée. Tandis que l'analyse qu'a faite
Marine Le Pen d'abord d'une nécessaire souveraineté, d'un localisme, d'une protection, même si son analyse économique me paraît tout à fait contestable, en tout cas son analyse sociétale me paraît aller dans l'air du temps. Donc elle a déjà cet atout-là que de répondre, me semble-t-il, à une attente des gens de protection identitaire, de protection souveraine. Ensuite, donc je ne suis pas certain qu'elle puisse perdre à nouveau, ne serait-ce qu'en fonction de ces fondamentaux-là. Bien sûr, il est vrai que nous avons tous vu ses faiblesses et que l'on pressent au cœur de son équipe un manque de préparation et de professionnalisme pour tenir un État. Donc il faudrait bien sûr qu'une partie de la droite se décide à faire une grande union en cas de nécessité, car nous sommes aujourd'hui en cas de nécessité presque... Qui obligerait à une union des forces, à toute une union des forces, en tout cas une union des forces de droite, peut-être même une union nationale. Et donc il faudrait cesser cette guerre de tranchées entre les Républicains et le Rassemblement national, qui ne veut plus rien dire, pour qui écoute attentivement ce que disent les uns et les autres. Or, ils disent à peu près la même chose, en tout cas concernant les grands sujets liés à l'immigration de masse, liés à la place de l'islam radical, liés... oui, il y a des souverainistes et des fédéralistes. Peut-être, mais enfin bon, tout ceci, ce sont des gens intelligents, on peut trouver des compromis. Mais sur les grands problèmes fondamentaux qui fracturent aujourd'hui la société, ces gens-là sont d'accord, ou en tout cas ils voient la même chose. J'imagine qu'ils voient des gens intelligents, vous croyez vraiment à l'intelligence des responsables politiques actuels de s'ils droite? étaient, je ne veux pas faire ces genres de critères en disant qu'ils sont tous idiots, c'est pas qu'ils soient idiots, c'est qu'ils sont aveuglés par des idéologies, par des paresses intellectuelles et par un conformisme. Mais il y a quand même, il y en a quelques-uns, j'imagine, j'ose espérer, qui pourraient se détacher de cette manière de penser, de ce prêt-à-penser-là, de ce confort intellectuel. Et vous citez d'ailleurs un sondage Opinionway d'octobre 2019, où 3/4 des Français estiment être tentés par un vote anti-système en 2022. Oui, donc, absolument. Oui. Vous qualifiez le pouvoir actuel, donc celui d'Emmanuel Macron, Yvan Rioufol, de crépusculaire, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il tombera un jour? Rien ne me le dit, je peux me tromper, mais ce qui me fait dire que c'est un pouvoir crépusculaire, c'est précisément parce que, dans le fond, il n'a pas réussi à comprendre la société, il n'a pas réussi à s'inscrire dans l'histoire du temps. Emmanuel Macron nous a fait dire... a assuré qu'il était le nouveau monde. On a bien vu qu'il était le reliquat de l'ancien monde et que ce nouveau monde, c'est ce monde qui est en ébullition, d'abord au cœur de cette société civile des oubliés, de la France périphérique. Et 60% quand même de la France est représentée par cette France périphérique. C'était le géographe Guy Luy qui a fait ce chiffrage-là. Et donc cette France-là ne peut plus continuer à être ainsi discriminée, d'autant que si l'on entend... L'État n'hésite pas à tirer sur les Français, à les éborgner, à leur arracher des mains. Donc, est-ce que les Français iront passer le pas de s'armer et de tirer sur les policiers? En tout cas, la violence que l'on a vue de la part de l'État était bien un acte de faiblesse. Si l'État a exposé une telle violence à travers sa police qu'il a instrumentalisé. Je n'accuse pas la police de violence, mais j'accuse les autorités d'avoir poussé la police à la violence. C'est bien parce que ce pouvoir-là avait peur de tomber. Il a failli chuter. Donc ce pouvoir est construit sur du sable. Alors ensuite, moi je ne suis pas devin, mais vous voyez bien que quand vous avez une foule, quand vous avez une opinion qui est éruptive, qui entre maintenant en rébellion à la moindre occasion, et quand vous avez un pouvoir qui n'arrive plus maintenant à convaincre, sinon par la matraque et par les idées convenues qui sont des idées fausses, vous voyez bien qu'il y a une faiblesse. Alors on peut imaginer que ce pouvoir, sinon ne tombe, en tout cas se réforme. Et moi je pense que il est urgent, en effet, d'abord de sortir de ce marasme qui oblige les gens à user presque de la violence pour se faire comprendre, afin d'ouvrir la démocratie à ceux qui en ont été exclus. Et cela passe par davantage de référendums, cela passe par davantage de proportionnels, cela passe par davantage de considération aux contre-pouvoirs, aux oppositions, à cette société civile qui n'a pas été décrite comme étant une société antisémite, homophobe, etc. Tout ce que l'on a pu entendre d'ignominie de la part de Macron lui-même. Je cite tout ça dans mon livre. Et que ces gens-là sont des gens bien. Voilà, tout simplement des gens bien.
Vous expliquez que ces traîtres savent la France à la merci de l'ennemi. Quel est cet ennemi que vous pointez? L'ennemi, c'est d'abord l'ennemi intérieur. L'ennemi, l'ennemi porte un nom, il porte des noms et des prénoms français. Avant tout, ce sont tous ceux-là qui ont creusé le grand vide dans lequel aujourd'hui peut s'installer impunément une immigration de masse et puis un islam radical qui a toute prétention, et dans le fond, pourquoi le lui reprocher, à vouloir exploiter ce qu'on lui a laissé, c'est-à-dire cette table rase. Et donc l'ennemi, c'est d'abord nous-mêmes, enfin tous ceux qui nous ont représentés. On y a participé, on a aussi voté pour eux, il faut bien dire les choses. Et donc il y a eu des abus de confiance de la part de ceux qui ont donné leur confiance à ces gens-là. Et puis l'ennemi, c'est naturellement également, malgré tout, toute cette nouvelle idéologie totalitaire représentée par l'islam politique qui est en train de subvertir un certain nombre de quartiers musulmans et qui est en train d'imposer un séparatisme. Le président de la République parle enfin de séparatisme. Ça fait maintenant 30 ans qu'il existe, enfin en tout cas qu'il s'aggrave d'année en année. Vous évoquez justement, Yvan Rioufol, ces Français d'origine immigrée, ces Français musulmans qui se comportent en colons. Vous estimez qu'ils devront choisir entre l'assimilation et celui que vous appelez leur pays chéri. Mais qui les obligera à choisir? Personne ne peut les obliger à choisir, sauf s'il y a une guerre et une guerre civile. Mais d'abord, je fais confiance à tous ces autres musulmans qui se reconnaissent dans la République, dans la laïcité, et singulièrement, je tire mon chapeau à ces musulmanes, ces guerrières qui sont les premières à nous dire quel est le danger qui menace ceux qui se laissent convertir par cet islam radical qui est un islam sexiste, judéophobe, haltérophobe et profondément totalitaire. Et donc ensuite, il faut que la République, naturellement, réussisse tout de même à imposer ses valeurs et fasse comprendre que la France n'est pas une terre d'islam, naturellement, et que c'est ce que je veux dire en disant ça, et que ceux qui veulent vivre selon les préceptes de la charia et de l'islam doivent aller dans des pays qui appliquent la charia et l'islam. Il n'est pas concevable un seul instant que la France puisse s'ouvrir à des isolats, dans le fond, dans lequel, et c'est pourtant ce qui se passe un peu maintenant, dans lequel la charia commence à régir non seulement les rapports sociaux, mais bientôt les rapports économiques, les rapports humains, les rapports politiques, etc. Parce que la charia, c'est un tout, c'est une constitution. Donc il est temps que l'État désarmé moralement, intellectuellement, que cet État-là se comprenne quelle a été cette grande perversion intellectuelle qui a fait que cet État-là n'ose plus s'affirmer dans son autorité de peur d'être accusé de colonialisme, de racisme, de discrimination, etc. Enfin, toute cette logorée qui a accompagné ce nouveau droit de l'homisme, ce nouvel humanitarisme qui en fait est mortel pour une démocratie qui est une démocratie somnolente comme la nôtre. Il est beaucoup question, Yvan Rioufol, dans votre ouvrage de société, de religion. Vous citez Jacques Attali, je cite ces mots: « Il n'y a aucun envahissement de la France par l'islam. L'islam n'est pas une menace pour la France. » Or, vous dénoncez dans votre ouvrage cet antisémitisme observable dans les quartiers musulmans qui tue les juifs. Est-ce que, selon vous, Jacques Attali est complice de cet antisémitisme quotidien ? Vous me feriez employer des mots, des raccourcis et des mots, des accusations très graves. Si je disais de lui qu'il était complice, j'ose imaginer qu'il voit bien quand même qu'il y a un antisémitisme qui est un antisémitisme islamique qui a tué des juifs, qui tue des chrétiens, qui tue également des musulmans par la même occasion. Donc, mais ce que cela révèle, c'est que cet intellectuel s'aveugle précisément par cette idéologie. C'est une idéologie qui, aujourd'hui, rend aveugle et sourd toute une partie de ceux qui nous... Mais est-ce que c'est un aveuglement ou un parti pris ? Je ne sais pas, il faudra lui demander. Je n'aime pas faire des procès aux gens ad hominem. Mais en tout cas, oui, il fait partie de ces dangers, de cette classe intellectuelle qui a trahi les Français en laissant comprendre que les antisémites seraient les Français eux-mêmes. Et quand j'ai entendu traiter ces gilets jaunes d'antisémites, alors même que ces gens-là qui les traitaient d'antisémites n'osent pas traiter d'antisémites ceux qui précisément font fuir les juifs de Seine-Saint-Denis notamment, vous voyez bien qu'il y a là quand même une aberration intellectuelle, à tout le moins, pour ne pas reprendre le mot traîtrisme, en tout cas une aberration intellectuelle. Et ces gens-là devraient rendre des comptes devant l'opinion, bien sûr. Mais c'est pas simplement Jacques Attali. Jacques Attali est un épiphénomène dans un mouvement beaucoup plus global de dénégation, en fait, des réalités. Je les appelle les dénégationnistes.
Vous estimez, Yvan Rioufol, évidemment qu'il reste à construire une accusation étayée contre ce pouvoir en place. Qu'est-ce que vous auriez aujourd'hui à dire à un électeur du président Macron qui reste encore aujourd'hui convaincu de la bonne conduite de la politique ? Je dirais d'ouvrir les yeux, tout simplement, voilà, de descendre dans la rue, d'aller voir ses contemporains, d'aller voir ceux qui souffrent, d'aller voir les plus malheureux, de s'ouvrir à la détresse humaine. S'il est un humaniste, comme ils le disent, si la bienveillance a vraiment envahi toute la Macronie, comme cela avait été annoncé, il suffit simplement d'être sensible à la détresse des gens. Donc je lui dirais de comprendre pourquoi ces gens souffrent, pourquoi ces gens sont dans la rue et qu'ils réclament un peu plus de considération, un peu plus de place dans la démocratie, un peu moins d'impôts, un peu moins également d'État, etc. Donc je lui dirais cela. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'électeurs de Macron se rendent compte, en effet, aujourd'hui, que ce président que l'on disait un président visionnaire est un président qui, encore une fois, et au risque de me répéter, est un président qui ne voit rien. Cette France bousillée à 36 000 communes qu'il s'agit, dites-vous, de remettre debout. Quelles sont ses forces aujourd'hui ? Les paroles, je n'ai pas saisi, pardon. Cette France bousillée à 36 000 communes, oui. Vous insistez bien sur le fait que la France, voilà, il y a beaucoup de communes et que ça peut être un handicap pour certains, en tout cas pour le président Macron qui pense qu'il faut réduire, qu'il faut en tout cas arrêter de traiter avec autant d'égards la périphérie, les villages de France. Ce localisme, est-ce que c'est une force pour la France ? Ce qui est une force pour la France, en tout cas, c'est de voir que vous avez un peuple qui ne veut pas disparaître. On avait dit de ce peuple-là, de ce peuple oublié, que c'était un peuple sous-tranquillisant, qui avait déjà renoncé même à survivre. Et là, on se rend compte que c'est un peuple qui pète le feu. Encore une fois, pour être descendu chaque samedi dans les rues pendant 30 semaines, 40 semaines, après, je ne compte plus parce que ça a été repris par l'extrême gauche et tout ça. Et en s'entêtant à vouloir répéter les mêmes choses, même si c'était des slogans un peu vides, on l'a bien compris malgré tout qu'à travers ce mouvement, c'était un mouvement qui brandissait des drapeaux français, des drapeaux régionaux, des bonnets phrygiens, des casques gaulois, etc. On voyait bien que c'était un mouvement qui s'accrochait à une mémoire française, ne serait-ce que cela, qui s'accrochait également à la vie des régions, à la vie locale. Et cette France-là, cette France des ploucs, c'est ainsi qu'elle a été nommée, cette France des ploucs, non seulement elle n'est pas morte, mais je crois qu'elle est en train d'inventer au cœur même des cuisines et des salons de cette France rurale et périphérique, elle est en train d'inventer ce que pourrait être la France de demain, c'est-à-dire une France conservatrice, enracinée, mais une France qui commence à avoir beaucoup de singularités, de points de convergence avec ce qui se passe ailleurs en Europe de l'Est, en Europe centrale, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est-à-dire une sorte de conservatisme national et de conservatisme social. Et je trouve que ce qu'ont réussi à révéler les Gilets jaunes, c'est d'abord que ça a été un mouvement structuré anti-mondialisation et qu'ils ont fait comprendre que la nouvelle idée universelle, paradoxalement, était celle de l'enracinement. L'enracinement devient une idée universelle, et en tout cas, c'est ce qui se remarque aujourd'hui un peu partout dans le monde, qui est confronté, quand ce monde est confronté à la brutalité de la mondialisation. Et dernière question, Yvan Rioufol, vous faites le défenseur du libéralisme, un libéralisme, le vrai libéralisme que vous dites, loin de celui de la mondialisation. Quel est ce vrai libéralisme qu'il faut reprendre ? C'est le libéralisme qui est un contrepoison à toutes les pensées totalitaires. Donc il y a déjà cela. Il y a toujours ce risque quand vous avez des peuples dans la rue, que ces peuples-là soient pris en main, en effet, par des démagogues, des idéologies toutes faites. On ne va pas sortir d'une idéologie toute faite pour retomber dans une idéologie toute faite. Et il y a toujours ce risque totalitaire dont on peut voir l'ombre ici. Et donc déjà le libéralisme en soi, c'est l'ADN de la France, c'est l'ADN de notre société, est une vertu, d'autant que ces gilets jaunes n'ont jamais, dont on a dit qu'ils reflétaient une lutte de classe. Moi, je conteste cette vision-là. Pour moi, ces gilets jaunes ont révélé au contraire la lutte entre les enracinés et les déracinés. Ces gilets jaunes venaient, d'abord c'était un mouvement de citoyens, c'était un mouvement d'initiative privée, de
qui n'avait rien à voir avec les syndicats, qui n'avait rien à voir avec les partis. Et c'était en plus un mouvement qui était représenté, au départ en tout cas, par les petits patrons, les employés, etc., ceux qui ne voulaient moins d'État, moins de taxes, et il l'avait un peu formulé ainsi. Donc je suis pour défendre ce libéralisme-là, celui d'une concurrence libre et non faussée, mais simplement je ne voulais pas le confondre, parce que c'est souvent fait dans les débats, oui, avec le néolibéralisme qui s'est financiarisé, capitalisé, et qui, lui, en effet, a arasé, au nom de la rentabilité, a arasé les frontières et a délocalisé quand ça l'arrangeait, et qui a créé encore davantage de souffrance chez ces gens-là qui aujourd'hui, ont du mal maintenant à reconnaître quelle est leur France 30 ans après, 30-40 ans après. Ce libéralisme de la propriété, de la liberté d'entreprise, on l'aura bien compris, Yvan Rioufol. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre pour nos téléspectateurs de votre ouvrage, c'est Les Traîtres, chez Pierre-Guillaume Deroux. Merci, Yvan Rioufol. Merci à vous.